Salut tout le monde, je m'appelle Étienne Menquin et je fais une test cifre avec Sicara et Central Supélec sur les problématiques de few-shot learning en computer vision. Aujourd'hui, le few-shot learning, c'est 3 papiers publiés chaque jour et dans chaque papier, en général, une nouvelle méthode qui est censée battre toutes les méthodes précédentes. C'est donc très important de se demander comment est-ce qu'on peut évaluer des méthodes de few-shot learning. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Quand on veut évaluer un modèle sur un problème de classification d'images standard, c'est-à-dire pas few-shot, en général on ne se prend pas la tête. On prend un gros dataset d'images, par exemple au hasard le testset d'ImageNet, et on fait tourner notre modèle sur toutes ces images. Ça nous donne une prédiction de classe pour chaque image parmi les 1000 classes possibles d'ImageNet, et on n'a qu'à récupérer la proportion de prédictions qui sont justes. Ça fait que tous les modèles publiés pour faire de la classification d'images standard, ils se comparent sur exactement les 50 000 mêmes images qui sont classifiées parmi les 1000 mêmes classes. Tous les modèles sont testés sur la même tâche. Alors, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Par exemple, est-ce que ces images sont représentatives ou est-ce que c'est une bonne chose que des milliers de chercheurs travaillent depuis 10 ans à optimiser des modèles sur les 50 000 mêmes images? Mais au moins, on sait ce sur quoi on travaille. En few-shot, c'est un peu plus compliqué. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué ce que c'était qu'une tâche de classification d'images en few-shot. Donc pour rappel, c'est un ensemble de classes qu'on choisit, donc ici scie, tondeuse et perceuse, un support set qui correspond aux images labellisées auxquelles notre modèle a accès, donc ici on en a 2 par classe, et un query set, c'est-à-dire un ensemble des images dont on sait qu'elles appartiennent à une des 3 classes, mais dont on veut que notre modèle nous prédise à laquelle des 3. Dans la recherche en few-shot, pour évaluer un nouveau modèle, on prend un gros dataset avec plein de classes, et à partir de ce gros dataset avec plein de classes, on génère plein de tâches comme celle-ci. Et là, on voit bien que c'est très différent de la classification d'images standard, parce que pour aller du test set qui est fixé jusqu'à l'ensemble des tâches sur lesquelles on va s'évaluer, il y a plein de composantes qui sont aléatoires ou arbitraires. Combien est-ce qu'on choisit de classes dans une tâche? Est-ce qu'on choisit le même nombre de classes dans chaque tâche? Ensuite, quelles classes on choisit dans chaque tâche? Ensuite, combien d'images on prend pour chaque classe dans le support set, dans le query set? Est-ce qu'on en prend autant pour chacune des classes? Et enfin, quelles images on choisit? Dans une démarche de comparaison équitable, dans la communauté de recherche en few-shot learning, on a fixé certaines choses. Par exemple, on prend toujours 5 classes dans chaque tâche. Ensuite, on prend toujours 10 images par classe dans le query set. Et en général, les papiers de recherche présentent 2 tableaux de résultats. Un avec une image par classe dans le support set, c'est du one-shot, et un tableau avec 5 images par classe dans le support set, c'est du five-shot. Et une fois qu'on a défini ça, on tire les classes et les images aléatoirement selon une distribution uniforme. Et on respecte toujours ce setup-là, quel que soit le dataset qu'on choisit d'ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, on évalue nos modèles un peu avec des œillères. Par exemple, moi, j'ai aucune idée de quelle méthode de few-shot learning est la meilleure quand on n'a pas une tâche avec 5 classes dedans, mais avec 1000 classes par exemple. Je ne sais pas non plus ce qui se passe dans un scénario imbalanced, c'est-à-dire où j'ai pas le même nombre d'images pour chaque classe. Mais pour moi, le problème majeur qu'il y a dans les benchmarks qu'on a en few-shot learning, c'est que les tâches sur lesquelles on s'évalue, elles ne sont pas du tout réalistes. Un dataset qu'on utilise assez systématiquement, il s'appelle tir d'ImageNet, et c'est une sous-partie d'ImageNet dont on a sélectionné 160 classes pour faire le test set. Comme on le disait plus tôt, on s'évalue sur des tâches qui sont tirées aléatoirement et de manière uniforme à partir de ce test set. Ça veut dire que quand on tire une tâche, chaque classe a une probabilité 5 sur 160 d'être sélectionnée. Et ça, c'est complètement indépendant de quelles sont les autres classes qui constituent cette tâche-là. Le résultat, c'est que les tâches sur lesquelles on s'évalue à la fin, elles ressemblent à ça. Ou à ça, ou encore à ça. Le problème, c'est que ce sont des tâches qui n'ont absolument rien à voir avec des cas d'application concrètes en few-shot learning. Salut! Salut! Tu veux monter une startup avec moi? Pour faire quoi? On va créer une intelligence artificielle capable de distinguer un alpage d'une orange, d'une assiette, d'un vase et d'une race de chien archi spécifique. Oh waouh! Mais à partir de combien d'exemples? Un seul exemple. Oh waouh! De l'expérience qu'on a à Sicara, le plus souvent, quand on a besoin de few-shot learning, c'est pour distinguer des objets qui se ressemblent. Par exemple, des tapis, ou des plats, ou des cartes à puce, ou même des gens. Mais en fait, quand on prend un gros dataset avec plein de classes, et qu'on en choisit 5 au hasard, la plus forte probabilité, c'est que ce soit 5 classes qui n'aient rien à voir les unes avec les autres. Pour mesurer ça, j'ai calculé ce que j'appelle la coarcity, ou en français je suppose le grain, des tâches. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que les classes d'ImageNet appartenaient à ce qu'on appelle un graphe sémantique, qui permet donc de définir une distance sémantique entre les classes, c'est-à-dire est-ce qu'elles représentent des concepts qui sont plutôt proches ou éloignés. Eh bien, ce que j'appelle le grain d'une tâche, c'est la moyenne des carrés des distances entre les classes qui la composent.
Donc plus le grain est élevé, plus les classes qui composent la tâche vont en fait n'avoir rien à voir les unes avec les autres. Donc j'ai samplé 5000 tâches uniformément sur le testset d'ImageNet et j'ai calculé leur grain. Et à peu près toutes les tâches ont un grain au-dessus de 60 avec, on voit, une médiane à 85. Ça veut dire que la moitié des tâches ont un grain plus élevé que cette tâche-là, dont on voit bien que les classes là ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Donc j'ai voulu voir si c'était possible, à partir de ce même dataset, de sampler des tâches qui ont un sens, c'est-à-dire qui réunissent des classes qui sont proches, qui représentent des concepts proches. Donc j'ai créé une distribution de probabilité qui favorise les paires de classes proches. J'ai encore samplé 5000 tâches à partir de cette distribution de probabilité-là, et j'ai calculé leur grain. Et là on voit que c'est tout à fait possible de générer des tâches avec un grain très faible, mais alors que leur probabilité d'être tirée avec une distribution uniforme en fait est proche de 0. Et visuellement, on voit bien que les tâches qui sont générées comme ça, elles rassemblent des objets qu'on imagine pouvoir vouloir différencier dans la vraie vie. Bien sûr, ça reste encore très artificiel et on essaie de générer des tâches proches à partir d'un dataset qui n'est pas du tout fait pour ça, puisqu'il est composé de classes qui sont très éloignées des unes des autres. Dans le futur de la recherche en few-shot learning, on va sans doute plutôt s'orienter vers des datasets spécifiques qui représentent un domaine un peu plus précis. En tout cas, il y a beaucoup à faire pour faire correspondre ce à quoi on s'évalue dans la recherche en few-shot learning aux cas d'application concrètes auxquels on peut être confronté dans la vraie vie. Et ça, c'est un très beau chantier pour les années à venir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans la description et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.